Salam alaikum, bonjour chers collègues. Donc c'est avec un immense plaisir que j'ai accepté de faire cette présentation virtuelle, bien que j'aurais préféré le faire en présentiel et puis avoir l'occasion de vous rencontrer tous autour d'un bon plat. Comme vous pouvez le voir, donc je fais cette présentation depuis mes vacances aux Bahamas, où j'ai quand même pris la peine de prendre ma blouse qui se trouve juste derrière moi. Je pense que vous l'avez compris, je suis bien dans mon bureau, puis je vis au rythme des statistiques du Covid-19, du taux d'occupation des services de réanimation, comme vous tous. Très bien. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de l'intelligence artificielle et de ses nombreuses applications dans le domaine de la médecine nucléaire et de l'imagerie moléculaire. Donc c'est un sujet un peu technique, mais qui est d'actualité. Et donc, avant de vous parler d'intelligence artificielle, donc je prends le temps très rapidement de vous parler de deux projets phares au fait que l'on vient de commencer au sein du laboratoire et dont je pourrais vous parler lors des prochaines conférences. Donc, le premier consiste à développer un scanner PET dédié pour l'imagerie de cancer de la prostate. Donc, c'est une espèce de scanner miniature avec ce qu'on appelle une Limited Angle Tomography. Puis avec un financement donc, de la CE, donc à travers les programmes Eurostar, et puis également de la fondation privée des EHUG. Et donc on espère au fait avoir une excellente résolution spatiale et temporelle avec cet instrument dans quelques années. Le deuxième projet phare, c'est un projet qui porte un peu sur l'évaluation des risques dus à l'utilisation des rayonnements ionisants dans différents types d'examens en imagerie médicale, donc la radiologie, CT à rayon X, et puis la médecine nucléaire avec les instruments hybrides PET-CT et SPECT-CT. C'est un financement donc à hauteur de 6 millions d'euros, également de la communauté européenne. Et puis le but, c'est d'utiliser justement les techniques dont je vais vous parler aujourd'hui, donc d'intelligence artificielle, l'apprentissage profond pour le développement donc, de modèles anthropomorphiques qui sont spécifiques à chaque patient, puis l'utilisation de ces modèles pour la dosimétrie donc, externe suite à l'exposition lors d'un examen de CT à rayon X, et puis également pour les examens de médecine nucléaire où on est exposé donc que ce soit des émetteurs de positons, des émetteurs gamma ou des émetteurs de bêta qu'on utilise en thérapie ou bien en radiothérapie métabolique. Je vous laisse lire donc les objectifs de cette présentation et puis je passe directement donc au plan de l'exposé. Donc je passerai en revue très rapidement les progrès récents dans le domaine de l'imagerie moléculaire multimodale et puis après je parlerai de l'historique, du pourquoi et du comment de l'intelligence artificielle, quelles sont les motivations pour son utilisation dans ce domaine particulier. Et puis après, je passerai en revue les applications. Je vais m'inspirer de travaux récents au sein du laboratoire, donc notamment la reconstruction ou bien l'utilisation de l'imagerie à faible dose pour le CT, pour le PET et pour le SPECT, pour différentes localisations, différents organes. Donc je passerai par le thorax pour l'imagerie CT, cerveau, puis imagerie corporelle pour l'imagerie PET. Et puis l'imagerie cardiovasculaire pour l'imagerie SPECT. Puis après, je vous parlerai rapidement donc de segmentation, donc l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle pour la segmentation des organes en imagerie CT, en imagerie PET, je pense que je n'aurai pas le temps. La conversion, notamment la génération d'images de synthèse de CT à partir de séquences IRM avec des applications pour la correction d'atténuation pour l'imagerie PET-MR et puis également pour la thérapie ou pour le planning de traitement en radio-oncologie qui est basé sur l'MR. Et puis après, donc, j'aborderai le thème de la quantification en imagerie PET et je me focaliserai donc principalement sur la correction d'atténuation et de diffusée. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est une présentation très technique. Je ne pense pas que j'aurai le temps d'aborder le dernier chapitre ici sur la prédiction des frames tardif à partir des frames initiaux lors de l'imagerie PET dynamique. Et puis donc j'ai comme exemple l'imagerie DOPA qu'on utilise pour l'imagerie donc tout ce qui est système dopaminergique, notamment pour la maladie de Parkinson et également en oncologie, pour les tumeurs neuroendocrines et d'autres applications.
Alors, un très bref un rappel sur les principes de l'imagerie hybride, PET-CT et PET-MR. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu un PET-CT en fonction, donc l'imagerie PET-CT repose sur l'utilisation d'un système hybride qui comprend un CT à rayon X et qui se trouve en général donc devant avec un tube à rayon X et puis les détecteurs X qui se trouvent juste en face. On commence par l'acquisition de ce qu'on appelle un scout scan. C'est l'équivalent en fait d'un téléthorax un petit peu étendu. On définit le champ de vue axial. Et puis après, donc, on commence à lancer l'acquisition du CT avec un mouvement de trajectoire donc en spirale. Et puis après, donc, on pousse le patient vers les détecteurs du PET qui se trouvent là derrière. Bien entendu, le patient a été injecté puis mis en salle d'attente pendant 60 minutes. Et on commence donc l'acquisition du PET et par la suite, on va fusionner donc les deux sets d'images et puis on les présente pour une interprétation et la rédaction des rapports. En général, conjointement par le médecin nucléaire et puis le radiologue. Le PET-MR repose sur un principe un peu différent dans le sens où il y a un risque d'interférence entre les deux modalités d'imagerie, ce qui n'est pas le cas pour l'imagerie PET-CT. Et donc, on a vu donc différents design trends, par exemple Philips avec leur système Ingenuity, où il y a tout simplement donc une espèce de shielding des tubes photomultiplicateurs qui ne sont pas AMR compatibles, et puis une séparation de 3 mètres entre les deux systèmes d'imagerie, puis on passe donc le patient d'un système à l'autre avec une séparation, comme je l'ai déjà indiqué, de 3 mètres entre les deux systèmes pour éviter les interférences. Le MMR de Siemens donc, utilise une technologie qui est MR compatible qu'on appelle les photodiodes avalanche avec une acquisition qui est simultanée dans ce cas, donc contrairement au système Philips qui permet une acquisition séquentielle. Et puis il y a deux systèmes donc de Signa PET-MR de General Electric et puis un autre système de United Imaging qui utilise une autre technologie qui est MR compatible qu'on appelle les Silicon PMs et qui peuvent aussi donc être utilisés pour faire de l'imagerie avec une information temps de vol, ce qu'on appelle le time of flight en anglais. Et donc, c'est des systèmes ultra rapides par rapport aux photodiodes d'avalanche qui ne permettent pas l'implémentation de cette technologie. Quelques images, juste en passant très rapidement, donc l'imagerie cérébrale, donc avec une IRM pondérée en T1, puis de l'imagerie PET également FDG, puis la fusion des deux sets d'images. Et en bas ici, donc on voit également donc le PET ou FDG, donc pour l'imagerie de la viabilité du myocarde avec des séquences dédiées qui permettent au fait de faire de la synchronisation respiratoire. Et puis là, vous avez la fusion entre les deux sets d'images. Plus récemment, donc, il y a un groupe de l'Université de Californie à Davis donc, qui a obtenu un grand financement du NIH aux États-Unis à hauteur de 16 millions d'euros, donc en collaboration avec la compagnie United Imaging qui est basée à Shanghai. Il a développé en fait un système unique avec à peu près 2 mètres de longueur de champ de vie axial, exactement 194 cm, ce qui permet au fait de faire une acquisition donc, statique du courant entier, donc en l'espace de quelques secondes. Et ça, c'est l'équipe donc, qui a conçu ce système, Ramsey Badawi ici devant, Simon Shurey et puis Thierry Jones. Très fier donc de porter ce fantôme qui fait à peu près 2 mètres, donc l'équivalent du champ de vue de ce scanner. Et les premiers résultats qui ont été publiés dans la Journal of Nuclear Medicine sont très pertinentes et très encourageantes. Enfin, les résultats sont très encourageants dans le sens où ils ont démontré au fait que l'on peut réduire le temps d'acquisition pour une imagerie PET corporelle jusqu'à 37 secondes comparé bien sûr à 20-25 minutes qu'on fait sur les caméras PET commerciales à champ de vue réduit, donc entre 16 et 25 cm de longueur de champ de vue axial. Puis l'avantage également pour la recherche médicale, c'est qu'on peut faire de l'acquisition, donc c'est une acquisition dynamique juste après l'injection du traceur, ce qui nous permet de mesurer donc la fonction d'entrée et puis également de faire de la modélisation cinétique et puis de la quantification.
Donc, sans aller vraiment dans tout l'historique de l'intelligence artificielle, donc je pense qu'il y a une preuve concrète que ce n'est pas une science qui date d'aujourd'hui, parce que les premières traces de l'intelligence artificielle remontent aux années 50 dans un article Alan Turing, donc intitulé Computing Machinery Intelligence, dans lequel ce mathématicien donc, explore le problème de définir si une machine est consciente ou non. Donc, de cet article découlera ce qu'on appelle aujourd'hui le test de Turing, qui permet d'évaluer la capacité d'une machine à tenir une conversation humaine. Et puis par la suite, donc notamment en 74, donc arrive une période appelée le AI Winter, où beaucoup d'experts ne réussissent pas à faire aboutir leurs projets. Et puis les gouvernements, notamment britanniques et américains, réduisent leur financement. Et puis donc ils préfèrent donc soutenir bien entendu des projets qui ont plus de chances d'aboutir. Et donc il n'y a pas eu de crédit pour les projets qui se portent sur les AI. Donc c'est grâce au développement exponentiel des performances informatiques qu'on a assisté au début de notre décennie, notamment grâce aux prouesses du projet Watson d'IBM en 2011. Donc ce super cerveau a battu en direct les deux grands champions de Jeopardy, donc un exercice qui est loin d'être simple pour un ordinateur. Néanmoins, donc après Deep Blue, les années 2010 marquent un tournant dans la médiatisation des recherches donc, qui portent sur l'intelligence artificielle et bien entendu les applications dans le domaine médical et notamment dans le domaine de l'imagerie médicale ne se sont pas fait attendre. Donc, dans la grande famille de l'intelligence artificielle, qui sont des programmes extrêmement performants qui requièrent en général donc un input de l'intelligence humaine, on trouve cette classe qui s'appelle le machine learning, d'accord? Donc, c'est des algorithmes qui peuvent apprendre à partir d'inputs pour produire la sortie désirée. Et puis, dans cette grande classe, on trouve également une sous-classe qui s'appelle le deep learning ou l'apprentissage profond. Et donc, cet apprentissage profond, c'est une technique d'intelligence artificielle qui est dérivée donc de l'apprentissage automatique, où la machine est capable d'apprendre par elle-même, contrairement à la programmation, où elle se contente au fait d'exécuter à la lettre des règles prédéterminées. Donc le deep learning s'appuie sur un réseau de neurones artificiels qui s'inspire du cerveau humain, et ce réseau est composé de dizaines, voire de centaines de couches de neurones, et chacune recevant et interprétant donc des informations de la couche précédente. Le système donc apprendra par exemple à reconnaître les lettres avant de s'attaquer aux mots dans un texte, ou bien pour déterminer si un visage ou une photo avant de découvrir de quelle personne il s'agit. D'accord ? Et donc, si je prends donc un article ou une revue très citée, publiée par Hosni et collègues dans Nature Reviews in Cancer, donc ce graphique ici donc, il décrit les niveaux de performance de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine à partir du début de l'ère informatique. Et en extrapolant dans le futur, en fait, l'intelligence artificielle donc, précoce est venue, bien entendu, avec une performance sous-humaine et des règles de succès variables. Actuellement, donc, nous assistons à des applications de l'intelligence artificielle qui sont spécifiques à des tâches étroites qui sont capables d'égaler et parfois aussi de surpasser l'intelligence humaine. Donc, on s'attend à ce que l'intelligence artificielle générale surpasse les performances humaines dans les applications spécifiques dans les années à venir. Les humains bénéficieront donc potentiellement de l'interaction homme-intelligence artificielle, ce qui les amènera à des niveaux d'intelligence plus élevés. Donc, du même article, j'ai tiré également donc, ce schéma qui décrit un peu les différentes tâches en radiologie où la mise en œuvre de l'intelligence artificielle est susceptible d'avoir un impact important. Donc, dans la première partie, ici, on voit le workflow qui comprend les étapes suivantes. Donc, dans un premier temps, vous avez le pré-traitement des images après l'acquisition, des tâches
clinique basée sur l'image et qui implique généralement donc, la quantification des fonctionnalités, soit à l'aide de fonctionnalités qui sont conçues avec l'apprentissage automatique traditionnel ou l'apprentissage profond. La communication des résultats via la génération des rapports de radiologie textuelle, et puis enfin l'intégration des informations ou les patients à partir de plusieurs sources de données. Donc, dans cette deuxième partie de cette figure, donc l'intelligence artificielle devrait avoir un impact sur les tâches cliniques basées sur l'imagerie, y compris donc la détection d'anomalies, la caractérisation des objets en image par segmentation, le diagnostic et le staging, puis également la surveillance qu'on appelle le monitoring pour le diagnostic et puis l'évaluation de la réponse au traitement également. Donc, tout ce qui est classification TNM, donc, comme utilisé de nos jours dans le domaine médical. Donc, j'ai extrait ici cette illustration de la préface d'un livre récent publié par IOP Publishing, par un pionnier dans le domaine de l'intelligence artificielle qui s'appelle Ji Wang. Et donc, Ji Wang, il a fait une recherche sur le Web of Knowledge avec les Mesh Terms Deep Learning, et puis il a trouvé en fait les résultats que vous voyez ici, notamment que à peu près 13 500 papiers ont été publiés par les États-Unis, qui sont bien sûr les number one. Et puis après, donc, ils sont suivis directement par la Chine, ensuite la Finlande, l'Allemagne et puis le Canada. Puis on espère voir, bien entendu, l'Algérie bientôt donc figurer sur ce genre de graphique. Donc j'ai introduit ici le principe du hype cycle, qui est très utilisé dans les sciences sociales pour expliquer un petit peu l'enthousiasme rencontré lors de l'introduction de nouvelles technologies. Par exemple, Internet, quand ça a été introduit dans les années 90, il y a eu beaucoup d'enthousiasme et donc beaucoup d'utilisateurs. Puis après, on arrive à un pic. Et puis après, donc, les gens ils commencent un petit peu à se lasser, donc jusqu'à ce qu'on arrive à un plateau de la productivité. Donc, il y a une compagnie qui a fait ça donc, pour les technologies émergentes en 2018. Et puis, on voit que l'enthousiasme pour le deep learning n'a pas d'égal. Donc, il est exactement au niveau du pic, comme on peut le voir ici. Donc, suite à cette popularité donc, de l'intelligence artificielle, donc le nombre de papiers qui soumis aux revues spécialisées donc, a augmenté de façon exponentielle, ce qui a conduit donc la revue Radiology de la RSNA donc, à créer, en fait, proposer un autre journal qui s'appelle Radiology AI, et donc où pratiquement toutes les publications portant sur l'utilisation de l'imagerie, de l'intelligence artificielle en imagerie médicale, donc sont publiées. Les deux sociétés donc, de médecine nucléaire européenne et puis américaine ont également été très sensibles donc, à ces développements. Ils ont publié donc, chacun une revue donc, au numéro spécial donc, avec des articles traitant de ce sujet que je vous invite à consulter, bien entendu. Donc, dans le domaine de la reconstruction d'images, on assiste également à un changement de paradigme dans le sens où, au lieu d'utiliser les techniques conventionnelles de reconstruction, donc de rétroprojection filtrée ou même les techniques statistiques itératives qui améliorent nettement la qualité d'image, pour réduire davantage donc, la dose aux patients, donc, il y a ces techniques d'intelligence artificielle qui sont de nos jours utilisées, donc avec un apprentissage en entrée. Vous avez les images de faible qualité, low dose, et puis des images également de très bonne qualité ou des images de dose standard. Et donc, suite à cet apprentissage, on peut donner donc, au système intelligent des images de mauvaise qualité, donc de faible dose, et qui doit générer donc lui-même des images de qualité diagnostique correspondant à des examens de haute dose. Et donc, il y a deux white papers qui ont été publiés donc, par un des constructeurs qui s'appelle Canon, et puis un deuxième qui est General Electric, avec leur système donc ICE pour le premier et puis True Fidelity pour le deuxième. Juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut obtenir avec ce genre de technique. Et donc, le logiciel ACE de Canon. Donc, vous avez ici une comparaison entre la rétroprojection filtrée où les images sont très bruitées, surtout ici au niveau
au niveau des épaules et puis ici au niveau du pelvis, et puis des images d'excellente qualité, comme vous pouvez le voir ici, qui sont générées par la technique d'intelligence artificielle. Puis également le système True Fidelity, donc de General Electric. Vous avez une comparaison ici avec la rétroprojection infiltrée ou les images non très bruitées, la reconstruction itérative et puis la reconstruction donc utilisant le deep learning. Donc malheureusement, il y a ce qu'on appelle le downside donc, de ces techniques, c'est que vous avez certaines instabilités, comme ça a été démontré donc, récemment dans un article publié dans la revue prestigieuse PNAS par un groupe de l'université de Cambridge, donc, où cette équipe a démontré au fait que les techniques d'intelligence artificielle utilisées pour la reconstruction présentent certaines instabilités, puis ils ont démontré ça dans le contexte donc, de la reconstruction IRM. On voit clairement donc, dans cet exemple parmi d'autres qu'il y a des artefacts qui apparaissent dans certaines régions. Donc l'adoption clinique de ce genre de technique, je pense, ne pourra avoir lieu que après une validation, donc avec des bases de données en fait énormes, et puis leur adoption donc n'est pas encore d'actualité. Donc, ce genre de technique a été utilisé pour différentes applications. Je vous cite également un autre papier de l'équipe de Stanford, ici, de Lei Xing et ses collègues, où ils ont utilisé au fait un système intelligent également, donc après apprentissage avec comme input des radiographies standards et puis des images CT acquises avec un nombre suffisant de projections. Donc, ils ont démontré qu'avec un unit, donc relativement simple, ils arrivaient au fait à générer des images CT, donc tomographiques, à partir de radiographie ou bien de projection 2D simple. Vous voyez ici donc la comparaison entre les images du CT puis la prédiction du système intelligent. Donc il y a une excellente concordance entre les deux. Donc je commence un petit peu à présenter donc nos travaux dans ce domaine et je commencerai par l'instrumentation. Donc comme vous le savez, donc pratiquement tous les systèmes qui sont commercialisés utilisent le concept du bloc détecteur, où vous avez un cristal à scintillation qui est découpé en petits cristaux, donc d'une dimension qui reste variable entre les différents constructeurs. Donc Siemens, par exemple, utilise de nos jours donc 2 mm par 2 mm avec une profondeur d'environ 20 mm. Et puis donc la détermination de la profondeur d'interaction donc utilise ce qu'on appelle la logique Anger, qui est également utilisée sur les caméras à scintillation. Donc il n'y a pas eu une grande évolution, donc c'est basé sur le principe de partage de lumière entre les PMT pour trouver la position de l'interaction. Il y a un grand intérêt pour utiliser au fait les cristaux monolithiques qui vous donnent la possibilité de trouver également donc ce qu'on appelle le depth of interaction ou bien la profondeur de l'interaction. Seulement les algorithmes qui sont utilisés sont relativement simplistes et peuvent donc vous donner des erreurs conséquentes. Donc on a entraîné ce qu'on appelle un CNN ou bien un Convolutional Neural Network avec des données de Monte Carlo. Et puis, donc, je vous montre directement les résultats sans aller dans les détails techniques, juste pour gagner du temps. Donc, on voit qu'il y a une nette amélioration, en fait, entre les résultats du MLP, donc Multi-Layer Perception, donc le système intelligent, par rapport à la résolution spatiale qui est estimée avec la logique Anger, donc dans les deux directions radiales et puis axiales. Dans une deuxième étude, donc on s'est focalisé sur l'imagerie CT du thorax, donc une application qui est également d'actualité, c'est les patients Covid, donc une très large base de données. Puis le but c'était de réduire donc la dose que reçoive le patient. Donc comme input, on utilise des images au fait de dose standard ou bien ce qu'on appelle le full dose, et puis comme également donc les images de
faible dose. Et puis donc après l'apprentissage, donc on va utiliser comme entrée l'image faible dose dans le but de trouver l'image donc à dose standard. Donc bien entendu, on n'a pas scanné les patients en double. On a fait des simulations des images CT low dose avec les paramètres que vous voyez ici. Je passe donc rapidement au résultat. Donc vous voyez ici la comparaison entre les images CT full dose ici à gauche. Donc, pour le même patient, donc l'image low dose donc, qui est très bruitée. Et puis les radiologues ont conclu que ce n'était pas donc, des images de qualité diagnostique. Et puis la prédiction du deep learning, que vous voyez ici à droite, donc, qui a produit des images donc, de qualité diagnostique suffisante, donc également donc, une excellente concordance avec l'imagerie full dose. Il y a malheureusement ce qu'on appelle les outliers, donc quand on utilise des techniques d'intelligence artificielle où l'algorithme en fait ne fonctionne tout simplement pas et puis vous ne savez pas pourquoi. Donc là, vous avez un cas où le système intelligent, en fait, il a amélioré la qualité des images, mais au fait, il y a certaines lésions donc, qui ont changé de statut donc, par rapport à l'imagerie full dose. Donc, on rapporte ce genre de cas comme des outliers. Ce qui est plus intéressant dans cette étude, au fait, c'est le résultat qualitatif et quantitatif également. Donc là, vous avez la comparaison des scores qui sont assignés par des lecteurs, par les radiologues, donc qui ont dû donner des scores sur la base de la qualité visuelle des images, entre excellent, donc c'est un score de 5, puis après une bonne qualité d'image, une qualité adéquate, et puis qualité médiocre. Et donc vous voyez qu'il y a une très bonne concordance en fait entre le système intelligent avec 4.42 comparé donc aux images de qualité standard, donc les images full dose où on a un score de 4.72. Et encore plus important, c'est la façon en fait de quantifier ou bien de classifier les lésions du Covid-19. Donc, vous avez différents types de lésions ici. Et puis également, donc c'est pas une concordance parfaite, mais c'est une bonne concordance en tout cas en termes de classification des différentes lésions Covid. Donc, une autre étude, au fait, qui n'est pas encore publiée, donc on vient de la terminer, consiste à segmenter, au fait, les poumons puis les lésions du Covid-19 pour pouvoir estimer, au fait, les pourcentages des régions qui sont affectées par cette pathologie ou par les virus. Et donc, en routine clinique, donc les radiologues, ils passent énormément de temps pour le faire, ce qui prend beaucoup de temps, puis il y a également pas mal de variabilité intra- et inter-observateur. Et donc, on s'est proposé aussi d'utiliser un système, donc un CNN, pour la quantification automatique de ces lésions Covid. Donc, l'input serait directement l'image CT. Donc, après apprentissage, on a comme output donc le poumon, la segmentation du poumon, puis également des lésions Covid, et puis la génération automatique, au fait, des scores que l'on assigne. Donc, on a utilisé une base de données multicentrique, puis également donc multiscanner, multivendeur, avec des images qui viennent ou qui proviennent des États-Unis, de Chine, de Russie, d'Italie et d'Iran. Et le principe, au fait, c'est de donner comme input au CNN, donc le CT d'un patient, qui nous génère en sortie donc la segmentation des poumons, et puis des lésions du Covid, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est le résultat pour 5 patients qui viennent de 5 centres, avec des codes de couleurs différents. Je pense qu'on ne le voit pas très bien ici, même si on zoome, en fait, je pense qu'on a de la peine, c'est mieux d'aller vers l'animation. Et puis on voit ici la comparaison donc, de la segmentation faite par le radiologue, donc des lésions du Covid et puis des poumons, et puis la segmentation qui est faite par le système intelligent, donc de deep learning. Et on voit également qu'il y a une excellente concordance entre les deux segmentations. Donc, si on passe à une visualisation 3D, ici, donc, on voit clairement l'excellente concordance entre la segmentation faite par le système intelligent, donc des poumons puis des lésions du Covid, pour 3 patients ici. Puis également, je pense si on passe à l'animation ici, on en voit encore mieux pour un sujet. Ce n'est pas le meilleur des sujets, mais ça vous montre quand même qu'il y a une très bonne concordance entre la segmentation manuelle faite par le radiologue et puis ce qui est obtenu avec le système intelligent.
Mieux encore, donc, si on passe aux résultats quantitatifs, donc la différence relative en termes de volume pour les différents centres en fait, que j'ai mentionnés, les 5 centres, elle est vraiment minimum. Donc, on est pratiquement dans les 1, moins de 2% en tout cas pour les volumes relatifs et puis également en termes d'unité en field en absolu. Donc, l'erreur, elle est relativement négligeable. Une autre application ici, donc c'est l'estimation de la dose aux patients. Donc, on a pris comme exemple donc les patientes enceintes et puis donc ce qui nous intéresse bien entendu, c'est l'estimation de la dose au fœtus pour pouvoir donc prendre une décision, soit de garder le fœtus ou bien, enfin, sans que j'aille dans les détails des choses, je pense que vous êtes au courant des suites réservé donc le fœtus s'il est trop exposé donc au rayonnement ionisant. Et donc juste pour vous montrer un petit peu donc l'évolution des modèles anthropomorphiques donc des années 60 où l'ICRU donc a approximé le corps humain avec une sphère, en passant par les modèles du MIR, donc on utilise des modèles anthropomorphiques mathématiques, des modèles voxelisés, et puis des modèles déformables, donc les mesh et puis les NURBS, qui permettent de modéliser donc les organes en mouvement, donc suite à la respiration, bien le battement cardiaque, et puis on s'attend dans le futur à avoir des modèles qui sont spécifiques à chaque patient. Et donc, c'est des modèles qui sont extrêmement réalistes, mais qui prennent énormément de temps pour les faire. Donc là, je vous montre des modèles qu'on a fait pour le fœtus et puis pour les femmes enceintes, différentes étapes de la grossesse. Et donc, notre but était d'automatiser donc la procédure. Et donc, on a utilisé donc un certain nombre de patientes donc, qui étaient à notre disposition et donc segmentées manuellement avec un radiologue expérimenté, pas un radiologue expérimenté. Et puis on a utilisé ça comme entrée pour un système lunette. Et puis vous voyez ici le résultat. Donc ça, c'est les images. C'était la segmentation manuelle qui est faite par le radiologue. Et puis la segmentation automatique faite par le système intelligent. On voit qu'il y a également donc, une excellente concordance. Je pense qu'on le voit mieux sur les illustrations 3D ici. Donc pour 2 patientes, vous voyez ici le fœtus et puis les autres organes. Également, donc, la comparaison entre la segmentation manuelle et puis la segmentation automatique faite par le système intelligent. Je garde un œil ici sur la montre. Et puis, ce qui nous intéresse davantage, au fait, c'est le résultat, au fait, c'est plutôt l'impact sur les calculs dosimétriques. Et puis, on a démontré également que l'impact sur les calculs dosimétriques reste faible pour les différents organes, donc incluant l'utérus ici, et puis le corps entier. Donc, on voit que la différence, elle est vraiment négligeable. Donc, dans un autre papier publié dans JNM, donc dans cette étude, en fait, on s'est intéressé à réduire donc significativement la dose que reçoit le patient suite à des examens PET-FDG, que l'on peut également donc compenser par une réduction de temps d'acquisition. Donc, pour ce faire, on a utilisé au fait un certain nombre d'images comme un input au CNN, donc notamment des images full dose et puis des images low dose pour l'apprentissage. Et puis, on a fait ça dans l'espace des images et dans l'espace des projections, des sinogrammes directement. Et donc, on a utilisé également donc, un UNET conventionnel avec comme input, donc comme je l'ai déjà indiqué, des images et puis des projections. Et compte tenu donc de l'énorme masse de données donc pour notre système time of flight, donc on a utilisé seulement des sinogrammes, donc non time of flight. Et là, je vous montre directement le résultat. Donc ça, c'est l'image full dose donc acquise avec une injection de 200 mégabecquerels, une injection d'une durée de 20 minutes. Ça, c'est l'image low dose. En fait, on a pris les données brutes et puis on les a réduit au fait de façon, on a procédé par un échantillonnage statistique pour échantillonner en fait les données sur toute la durée de l'acquisition, puis on a pris l'équivalent en fait de 5%
de la dose injectée au patient, ou bien l'équivalent de 5% également du temps d'acquisition. Donc les images de faible dose ne sont pas diagnostiques. Et puis ça, c'est la prédiction du système intelligent, comme vous pouvez le voir ici dans l'espace de l'image et puis dans l'espace des projections. On a remarqué au fait qu'il y avait certains artefacts dans la prédiction dans l'espace de l'image qui étaient bien donc compensés quand l'apprentissage a été réalisé ou effectué dans le domaine des projections. Vous voyez également ici le biais de quantification qui est nettement faible comparé donc à l'implémentation de la technique dans l'espace de l'image. Donc, par la suite, on a demandé à des médecins nucléaires donc, qui travaillent dans notre service à faire donner des scores aux différentes images. Donc, ça, c'est l'image faible dose, l'image full dose, et puis la prédiction en fait, du système intelligent dans l'espace des images et dans l'espace des projections. Comme vous pouvez le voir, pour un certain nombre de patients, en fait, le score assigné par les médecins nucléaires aux images du système intelligent, donc on a reçu des scores qui étaient donc supérieurs à ce qu'ils ont donné aux images full dose. Et donc ça, c'est le résultat sur le collectif des patients. Donc on a utilisé à peu près 140 patients. Et là, donc, on a une excellente concordance entre le score moyen sur les images full dose, 4,47 comparé au 4,1, sur les images avec la prédiction qui est faite dans l'espace des projections. Donc, je passe très rapidement sur les résultats en fait, statistiques qui ont confirmé donc, nos observations visuelles, donc notamment que l'implémentation donc, de deep learning dans l'espace des projections donne d'excellents résultats donc, comparés à l'implémentation donc, dans l'espace de l'image, comme on peut le voir également sur ces plots Bland-Altman, où en fait, le biais de quantification il est relativement réduit donc, par cette technique. Et puis cette analyse a été faite dans l'espace de Talerac en utilisant l'atlas de Hammersmith qui comprend à peu près 80 régions d'intérêt donc dans différentes zones du système cérébral. Donc là, donc, avec les résultats encourageants donc, pour l'imagerie neuro, donc on a implémenté le même type de technique, mais avec deux réseaux de neurones différents pour l'imagerie PET-FDG corporelle. Et donc, je vous montre directement les résultats ici. Donc, vous avez le CT d'un patient, l'imagerie full dose et puis l'imagerie low dose qui est très bruitée, donc elle n'est pas vraiment d'une qualité diagnostique. Et puis, cette image low dose, en fait, elle correspond à peu près au huitième de son équivalent, donc full dose. Et puis ça, c'est la prédiction par un réseau qui s'appelle ERNAT, donc des réseaux de neurones résiduels. Et puis la deuxième prédiction qui est faite avec le même réseau en fait, de neurones qui a été utilisé pour l'imagerie cérébrale. Et puis également donc, les scores qui ont été assignés par les médecins nucléaires. Et dans ce cas, donc, on a divisé au fait l'image en deux zones, donc la région qui correspond donc au cerveau, et puis la deuxième zone qui correspond notamment à la sphère orale, et puis tout le reste, donc le thorax, et puis abdomen et pelvis. Et comme on peut voir ici, il y a également donc une très bonne concordance entre les scores qui sont assignés, donc pas autant que ce qu'on a observé pour l'imagerie cérébrale, mais ça reste quand même acceptable. Ce qui est le plus important dans cette étude, au fait, c'est qu'on ne s'est pas contenté de faire une analyse visuelle, mais on a quantifié au fait la présence de lésions malignes dans les 4 sets d'images, donc les images full dose, les images low dose, et puis les images prédites par le réseau de neurones. Et comme on peut le voir ici, au fait, on a eu 115 lésions donc, dans le collectif qui a été inclus dans cette étude, comparé à 82. Donc, on a loupé pas mal de lésions avec l'imagerie faible dose. Et puis, le cycle gain donc, a donné d'excellents résultats. Donc, il y a seulement 4 lésions qui n'ont pas été détectées par les images qui sont prédites par le cycle gain. Et donc, d'autres résultats également intéressants. Donc, on a trouvé en fait quelques cas, comme vous pouvez le voir ici, où l'imagerie faible dose clairement donc n'a pas pu détecter donc de lésions
qui sont visibles sur l'imagerie full dose, et le cycle gain donc a permis de les tester. Et puis également, donc comme je l'ai déjà démontré pour l'imagerie cérébrale, donc on a observé on a eu les mêmes observations pour l'imagerie corporelle, notamment que les Bland-Altman plots qu'on voit ici, donc montrent un biais de quantification qui est extrêmement réduit donc par le cycle gain comparé à l'imagerie faible dose et puis au residual network. On a appliqué plus ou moins le même type de technique également pour l'imagerie SPECT cardiovasculaire, et puis on a exploré donc deux façons de réduire le temps d'acquisition, soit en réduisant le temps d'acquisition par projection, donc de 20 secondes à 10 secondes. Donc on a fait une acquisition sur 90 degrés, donc sur pi sur 2. Et dans une deuxième phase, au fait, on a réduit donc le nombre de projections en maintenant le temps d'acquisition. Et donc, on a utilisé également donc, le même type de réseau que l'on a utilisé dans les précédentes études. Et puis, on voit ici le résultat. Donc, vous avez le full time et puis ici le full projections. Et puis, la conclusion de l'étude, c'est que la prédiction, en fait, en utilisant un nombre complet de projections et réduisant le temps d'acquisition donne une meilleure prédiction comparée à la réduction du nombre de projections, en fait, ce qui était notre hypothèse dès le départ. Une autre application, en fait, pour la quantification des images PET sur les systèmes PET-MR dédiés, c'est la correction d'atténuation. Et puis, on a développé également donc, un cycle gain, ce qu'on appelle Adversarial Semantic Structural Deep Learning, pour la correction d'atténuation basée sur l'IRM en imagerie PET-MR. Donc, on s'est au fait inspiré d'une étude récente où on a fait une comparaison de différents algorithmes pour synthétiser des images synthétiques à partir de l'IRM, et on a démontré au fait que les réseaux de neurones donc, donnent de meilleurs résultats. Et ce qui nous a inspiré, au fait, à développer un réseau de neurones qui comprend deux corps, en fait, dans le premier donc, est utilisé pour la synthèse, et puis le deuxième est utilisé pour la segmentation. Donc, sans aller dans les détails techniques qui vont sans doute vous embêter, je vous montre directement donc, les résultats. Donc, vous avez ici l'IRM, le CT, qui ont été utilisés pour l'apprentissage, parce qu'on a eu un certain nombre de patients qui ont été scannés à double sur le PET-CT et sur le PET-RMR, et puis on a fait un excellent recalage entre les deux sets d'images. La segmentation, en fait, qui est faite par le système commercial de Philips, qui segmente, en fait, la tête du patient avec un coefficient linéaire d'atténuation qui est constant, donc l'équivalent des tissus mous, dans tout ce qui est à l'intérieur de la tête du patient. Et puis la prédiction en fait du réseau de neurones qui donne d'excellents résultats, donc une très bonne concordance avec le CT. Donc en termes de ce qui nous intéresse le plus, au fait, c'est tout ce qui est la boîte crânienne, donc tout ce qui est osseux, et puis également donc les cavités nasales, tout ce qui contient en fait des coefficients linéaires d'atténuation qui sont différents de ceux des tissimaux. Puis là, on voit les biais de quantification, donc notamment dans les cavités nasales, qui sont extrêmement importants donc, quand on parle de deep learning versus la segmentation donc, sur le système commercial. Et donc, si je regarde ici, donc, les résultats également pour un autre patient, donc ça c'est la résonance, le CT. On a comparé également donc, une technique qu'on a développée dans une précédente étude qui utilise donc, la technique d'Atlas, et on a démontré que le deep learning donc, donne d'excellents résultats par rapport à cette technique, comme on peut le voir ici sur les biais de quantification, donc qui sont relativement faibles pour la technique utilisant donc les réseaux de neurones. Donc malheureusement, comme pour l'imagerie CT du Covid, donc on a également des outliers. Ça veut dire que l'algorithme en fait, il fonctionne dans 99% des cas. Mais malheureusement, pour un ou deux patients en fait, dans le collectif qu'on a utilisé pour cette étude, on a eu donc des soucis de quantification, comme vous pouvez le voir ici. Donc, je pense que dans ce cas précis, donc, le patient il a bougé. Et donc, on a une surestimation en fait, des coefficients linéaires d'atténuation au niveau des tissus mous ici des structures cérébrales, ce qui donc donne une surestimation de la
de la quantification ou bien de la concentration du traceur dans le cerveau du patient. Dans une autre étude, au fait, on a utilisé les mêmes types de techniques pour produire au fait une carte d'atténuation, mais en faisant dans l'espace des projections. Donc, on utilise également donc, un réseau de neurones qui opère dans l'espace de projection pour produire directement les coefficients d'atténuation. Et donc, les résultats, donc, comme vous pouvez le voir ici, donc on arrive à prédire au fait les coefficients d'atténuation directement dans l'espace des sonogrammes, donc pour les différents time beans du système time of flight qu'on utilise dans notre service. Et puis quand on reconstruit au fait les cartes d'atténuation à partir des ACF ici, on a une excellente corrélation, une très bonne concordance entre les images CT et puis la carte d'atténuation qui est estimée dans l'espace des projections par le système intelligent. Et on voit également donc, le résultat ici sur les images PET où on compare le biais de quantification entre la technique que j'ai déjà décrite, donc la segmentation qui est implémentée sur le système de Philips par rapport à la prédiction donc, faite par le réseau de neurones, que l'on compare bien entendu au gold standard qui est la correction d'atténuation qui est basée sur le CT. Donc dans une autre étude, au fait, on a décidé au fait de ne plus utiliser l'imagerie CT, d'accord, qui est en général utilisée pour la correction d'atténuation en imagerie clinique, de ne pas utiliser également les techniques qui sont utilisées sur les PET-MR. Et dans ce cas, en fait, on a utilisé comme input au réseau de neurones des images non corrigées et les images corrigées. Et donc, le but, au fait, c'est de prédire les images corrigées à partir des images non corrigées. Puis, on a utilisé ça pour 4 différents radiotraceurs utilisés en neuroimagerie, donc l'imagerie FDG classique. Donc, ça, c'est des patients qui sont atteints de pathologie neurodégénérative, l'imagerie DOPA, donc et puis également donc, de traceurs qu'on utilise pour la maladie d'Alzheimer, qui sont l'imagerie tau et puis l'imagerie donc amyloïde. Et puis on voit clairement ici donc il y a une très bonne concordance entre les images prédites par le réseau de neurones, que ce soit pour le FDG, pour l'imagerie tau, par rapport donc à l'imagerie PET corrigée pour l'atténuation avec le CT. Et puis sur les biais de quantification que l'on voit ici, la technique commerciale donc, produit un biais de quantification conséquent pour pratiquement tous les traceurs que l'on a étudiés dans cette étude. Également donc, le problème des outliers que j'ai déjà mentionné auparavant. Et donc, on a fait une extension pour l'imagerie corporelle, donc également avec le même type de raisonnement. Donc, comme input, on utilise l'imagerie PET non corrigée pour prédire les images PET corrigées comme sortie. Puis, on a utilisé donc différentes implémentations de l'algorithme en l'appliquant donc sur des coupes en 2D. Donc, on a fait une implémentation coupe par coupe ou bien sur un ensemble de coupes, 32 coupes, parce qu'on est limité par la RAM des GPU qui sont utilisés dans cette étude. Et puis également, on a fait une implémentation avec des patchs 3D avec une dimension de 64 par 64 voxels. Je vous montre directement les résultats. Donc ça, c'est le CT du patient, le PET corrigé avec ce CT, le PET qui n'est pas corrigé, et puis les PET corrigés avec le réseau de neurones, avec les 3 implémentations que je viens de décrire, encore une fois, donc une excellente concordance entre les images corrigées, avec les réseaux de neurones et puis comparé à la correction faite avec le CTS qui est notre gold standard. Ce qui est intéressant en fait à rapporter ici, c'est que là, on a eu quelques cas en fait très intéressants dans le sens où quand il y a une discordance ou bien un mismatch entre le CT et puis le PET, c'est dû au mouvement respiratoire parce qu'on n'a pas les mêmes breathing patterns entre le CT qui est acquis en quelques secondes versus le PET qui est acquis sur plusieurs minutes, donc 2-3 minutes par position de lit. Et par conséquent, cela correspond donc à une moyenne de 60 ou de 100 phases respiratoires. Donc, on peut avoir des discordances ici au niveau du diaphragme, au niveau du
thorax ou de la partie haute de l'abdomen, ce qui est le cas pour ce patient. Donc, vous voyez qu'il y a une discordance à cause du mouvement respiratoire et cette discordance, elle est bien compensée par le réseau de neurones. Vous voyez qu'ici, donc, le foie, il a bougé et donc il a retrouvé sa position initiale. Et donc, c'est une des applications intéressantes qu'on a trouvées donc, pour l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle. Donc, un autre exemple pour le PET-CMR, c'est la compensation des artefacts métalliques et puis également des troncatures, comme le champ de vie au fait de la résonance magnétique. Il est réduit à peu près de 40 cm par rapport au champ de vie qu'on utilise pour le PET-CT qui est de 70 cm. Et donc, on a fait une étude utilisant également donc, les techniques d'intelligence artificielle. Donc, je garde un œil sur mon timer ici. Donc, je suis à 49 minutes. Donc, je vais très rapidement. Donc, on a utilisé le même type de technique pour compenser les artefacts métalliques et puis également les erreurs de troncature. Le dernier exemple ici, c'est la dosimétrie interne. Et puis, donc, juste pour gagner du temps, sans aller dans le détail, au fait, on a fait également donc, un apprentissage pour pouvoir au fait, prédire la dosimétrie interne au niveau voxelisé. Puis on a fait des comparaisons avec le modèle MIRD conventionnel qui est utilisé dans pas mal de services qui font appel à la radiothérapie métabolique. Et puis comme on peut le voir ici, donc ça fonctionne très bien comparé donc à une technique proposée par un groupe coréen. Donc la technique utilisant donc l'apprentissage profond donne une excellente corrélation avec notre gold standard. Dans ce cas, c'est la simulation Monte Carlo. Vous pouvez voir ici donc la comparaison entre le réseau de neurones, ce qu'on appelle le DNN ici, la technique du MIRD, donc qui est basée sur l'utilisation d'un seul kernel pour la dosimétrie, donc les résultats sont relativement limités. Et puis donc la technique MSV, donc qui utilise une multiple S values, donc qui a été développée par l'équipe coréenne, comme je l'ai déjà indiqué. Voilà, donc juste pour terminer, donc je mentionne qu'il y a une crise pour la reproductibilité des algorithmes qui sont publiés dans la littérature scientifique, comme c'est indiqué dans un article très cité publié dans Science ou sur une survey de 400 papiers. Donc, ils ont conclu qu'il y a 6% seulement des articles qui donnent du code, et 30% qui donnent du pseudocodes. Et puis, ce qui est plus intéressant aussi, c'est d'avoir accès aux données qui ont été utilisées pour pouvoir reproduire donc, ces résultats. Donc, il y a une grande discordance entre les méthodologies puis les façons de décrire en fait les techniques utilisées, ce qui a conduit donc les éditeurs de Radiology à publier donc un article pour décrire donc dans le détail donc leurs attentes par rapport à la description de la méthodologie et puis également donc de l'utilisation des données donc pour tous les articles qui sont soumis à cette revue. Et je vous remercie donc de votre attention. Je remercie également donc mes collègues qui ont participé donc à toutes les études que j'ai mentionnées. Et puis également donc nos sources de financement, donc le Fonds national suisse, la CE, la Fondation privée des HUG, Qatar National Foundation, et puis donc tous les organismes qui soutiennent nos projets de recherche. Je vous remercie de votre attention et puis je répondrai volontiers à vos questions. Merci beaucoup et puis donc à tout bientôt.